20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir et bienvenue à tous. Tout de suite, le sommaire de cette édition. Au Mamel, tout un arsenal a été déployé pour mettre fin au litige foncier qui opposait 3 propriétaires de maisons et un acheteur italien. Les 3 maisons ont été entièrement démolies en présence des forces de l'ordre. Plus de 1100 agents fictifs sur les quelques 127 000 que compte l'administration publique. C'est le principal constat qui découle du rapport d'audit physique et biométrique des agents de l'État. Un rapport publié ce mardi par le ministre de la fonction publique. La pharmacie nationale d'approvisionnement valide son plan stratégique de développement pour les 4 ans à venir. Thème retenu, le problème d'approvisionnement en médicaments au Sénégal. Un atelier qui a été l'occasion pour la directrice de la PNA de dire toute l'importance des médicaments génériques. Campagne de sensibilisation contre les violences politiques pour le Comité sénégalais des droits de l'homme, principal initiateur de cette campagne. Il s'agit de dire non aux attaques personnelles. Le SYNPICS, lui, appelle les journalistes et reporters à la vigilance. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Rebonsoir à tous et tout de suite nous retrouvons Fatima Ba juste à mes côtés pour le sommaire de son journal de campagne. Bonsoir Fatima. Bonsoir Sarah. À la une de l'actualité de ce journal de la campagne électorale, Benno Bokk Yakaar descend dans l'arène politique et appelle à une campagne civilisée. Le Parti démocratique sénégalais sort la grosse artillerie, plus de 600 véhicules mis à la disposition des candidats. Dakar Plateau, une collectivité locale très courue. Les candidats se bousculent. Bokk Gis Gis et Taxawu Ndakaaru optent pour la proximité. Et puis le mot de l'électeur, l'insécurité et le chômage hantent le sommeil des populations des Parcelles Assainies et celle de Yeumbeul Nord, un chantier pour le futur maire de ces localités. Voilà pour les titres. Le développement, ce sera dans quelques minutes. À tout à l'heure. Dans le reste de l'actualité, à la cité Mamel, un litige foncier qui dure depuis plusieurs années, près de connaître son épilogue. Le contentieux opposait 3 propriétaires de maisons et un acheteur d'origine italienne. Et bien ce matin, force de l'ordre, bulldozer, tout était mobilisé pour la démolition. Et vous le voyez sur ces images, 3 maisons démolies cet après-midi. Donc c'était au quartier des Mamelles. Les propriétaires se disent expropriés, un litige qui a duré quelques années. Il opposait donc des propriétaires sénégalais à un acheteur italien. Et voilà, les maisons démolies en présence des forces de l'ordre. Nous y reviendrons peut-être avant la fin de cette édition. Publication ce matin du rapport d'audit physique et biométrique des agents de l'État. Et principal constat, plus de 1000 agents fictifs ont été reporteriés sur les 127 000 agents que compte l'administration publique. Autre révélation, la suspension des salaires a engendré un bénéfice de 5 milliards dans le budget de 2013. Un rapport publié par le ministre de la fonction publique en présence de notre reporter Aminata Mbaresso. L'audit physique et biométrique des agents de l'État, une opération qui s'est déroulée sur 3 phases. Après 2 années d'investigation et de fouilles dans le fichier de l'administration publique, le résultat donne ceci. Près de 127 130 agents réguliers de l'État qui ont été répertoriés, identifiés. Nous avons à ce titre aussi identifié les agents qui avaient des rémunérations, qui étaient régulièrement payés, dont les rémunérations ont été domiciliées et qui ne se sont pas présentés. Ils sont 1169. 1169 agents irréguliers, des salaires suspendus, en plus pour le budget 2013 de l'État du Sénégal. Cela représente sur le budget de 2013 une économie de 5 679 906 708. Donc, plus de 5 milliards qui ont été payés de façon indue
et ces salaires ont été économisés sur le budget du personnel de 2013. L'inspection générale de l'État va se saisir du dossier, les fautifs sanctionnés. En tout cas, les mesures seront prises, sont en train d'être mises en œuvre. C'est la mission qui va nous permettre maintenant d'aller dans les banques pour voir quelles sont les personnes qui ont utilisé des papiers et qui ont tiré ces salaires. Et ça nous permettra de savoir pendant combien d'années on doit faire les ordres de recettes pour permettre à l'État de rentrer dans ces fonds. L'audit se poursuit toutefois pour les corps militaires et paramilitaires qui se trouvaient dans des zones d'intervention ainsi que les corps émergents de l'éducation. La pharmacie nationale d'approvisionnement en atelier de validation de son plan stratégique de développement de 2014 à 2018 et avec comme principal thème le problème d'approvisionnement en médicaments au Sénégal. Les professionnels du secteur se sont penchés sur les obstacles qui freinent l'accès aux médicaments ainsi que sur leur disponibilité au niveau des structures de santé. Compte rendu Aïssatou Païfal et Mohamed Dia. Dans l'optique d'améliorer la disponibilité des médicaments à travers tout le pays, la pharmacie nationale d'approvisionnement, à travers son plan stratégique, vise à garantir une demande suffisante de qualité aux populations et à moindre coût. Le plus important qui justifie la mise en place de la pharmacie nationale d'approvisionnement, c'est l'approvisionnement du système public de santé, un peu aussi, essentiellement, un peu du système privé, mais essentiellement du système public, en médicaments de qualité accessibles financièrement, mais aussi géographiquement, donc sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit aujourd'hui de voir si cette mission-là, elle est assumée à 100%. Si ce n'était pas le cas, évidemment, quelles seraient les causes des difficultés éventuelles qui seraient rencontrées et quelles seraient les solutions, justement. La santé va de pair avec les médicaments. C'est pourquoi il faut aider la PNA à atteindre ses objectifs. Réfléchir ensemble et sortir de là en ayant des solutions, je l'ai dit tout à l'heure, à la viabilité de l'établissement. Parce que si l'établissement n'est pas viable, il ne pourra pas répondre à sa mission. Alors nous avons déjà aujourd'hui le mérite de nous asseoir tous ensemble, tous les acteurs compris, et de réfléchir ensemble à l'avenir de cet instrument de mise en œuvre du système de santé. Et c'est comme cela que nous avons pu effectivement évaluer et nous rendre compte que d'ores et déjà, il va falloir tenir compte de l'augmentation de cette population. Il va falloir donc prévoir une quantité de médicaments suffisante. 90% de la production nationale en médicaments provient de l'extérieur. Il est donc temps d'explorer une nouvelle voie, celle d'une production nationale beaucoup plus importante. Cet atelier de validation, une occasion pour la directrice de la pharmacie nationale d'approvisionnement de démontrer l'importance des médicaments génériques. Des médicaments de moindre coût, ce qui n'empêche pas leur efficacité. Nous l'écoutons au micro d'Aïssatou Païfal. Ces médicaments génériques, on l'a dit tout à l'heure, proviennent de la liste nationale des médicaments essentiels qui est fixée par un arrêté de Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Alors, qu'est-ce qu'appelle-t-on d'abord médicaments essentiels? Ce sont des médicaments qui sont sélectionnés en fonction des besoins prioritaires des populations, en fonction du profil épidémiologique, en fonction évidemment du ratio coût-efficacité. Maintenant, ces médicaments sont présentés sous leur forme de dénomination commune internationale. Et c'est là qu'on parle de générique. Campagne électorale 2014, Aïda Mbodj peut compter sur le soutien de Moustapha Diakhaté. À l'instar du maire de Bambey, le président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar a affirmé que les candidats n'avaient pas le droit d'utiliser l'image du chef de l'État à des fins de campagne. Nous écoutons Moustapha Diakhaté, il est avec Fatidien. La photo du président de la République. Nous sommes heureux que ce soit un seul cas. Un seul cas qui nous a été signalé. Et nous rappelons à nos candidats des dispositions qui ont été déjà prises par les autorités judiciaires de ce pays et que ceux qui ne sont pas des candidats dans une localité, on ne doit pas utiliser leur affiche dans le cadre de la campagne. C'est ça ce que nous retenons parce que si vous vous rappelez, lors des législatives, on avait mis
la photo du président de la République comme leader de Benno Bokk Yakaar et la justice nous avait demandé de retirer et nous l'avions retiré immédiatement. Et pour éviter toute montée de tension pendant ces joutes électorales, une campagne de sensibilisation contre les violences politiques a été lancée ce matin. Pour les initiateurs, le Comité sénégalais des droits de l'homme, il s'agit de dire non aux attaques personnelles. Et pour ce faire, le CSDH appelle à la conscience et à la responsabilité citoyenne. Les défenseurs des droits de l'homme faisaient face à la presse ce matin. Compte rendu, Maïmouna Ndiaye, Diafaraba. Violence physique, verbale, des mots qui blessent, le Comité sénégalais des droits de l'homme n'en veut plus au local. Une mobilisation générale, une synergie d'action. Ce que attendent les Sénégalais, qu'ils soient électeurs, qu'ils soient militants, qu'ils soient des citoyens, c'est effectivement la confrontation des idées et la confrontation des programmes. Ils attendent effectivement une élection qui soit une élection civilisée, pacifiée, sereine et sans violence. Partout, effectivement, où nous sentons qu'il va y avoir la violence, on va y aller, on va interpeller les candidats. Un pacte d'engagement est également annoncé. Il faudrait qu'on interpelle les différents acteurs et je pense que 2002 doit être encore fraîche dans les mémoires pour savoir que ce que nous vivons aujourd'hui, nous ne voulons pas le vivre davantage. Les religieux ne sont pas en reste, ils ont déjà formulé leurs recommandations. Digne et pacifique, de ne pas agresser les gens en parole, de ne pas détruire le bien d'autrui, de ne pas insulter, de ne pas saccager, car le pays nous appartient et il faut préserver nos acquis pour pouvoir avoir quelque chose. C'est dans ce sens qu'on se développe. Au cœur de la sensibilisation, les rappeurs sont représentés par Kouman. L'artiste a fait une prestation pour dire stop aux violences politiques. Les militants s'affrontent, la violence fait des dégâts. Il y a des injures et des insanités dans la bouche des candidats. C'est en cacophonie que se termine tout leur débat. Leurs intérêts leur font oublier le vrai combat. Et cette violence dans l'arène politique au moment des élections, les journalistes la connaissent bien pour être souvent pris pour cible. Une situation que déplore le SYNPICS qui demande plus de vigilance aux reporters sur le terrain. Fatou Bintou Conté, Alioune Diagne. La violence s'invite encore dans les élections locales. Comme à l'accoutumée, la presse est prise pour cible. Le SYNPICS et les journalistes condamnent jusqu'à leur dernière énergie. Le SYNPICS condamne en appelant également les acteurs politiques à la retenue. Nous savons que les élections locales représentent quelque part une certaine... il y a toujours cette tension autour parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Et puis il y a cette violence qui s'installe au niveau local. Et malheureusement, souvent, les journalistes sont pris pour cible. Qui existe la violence sur des gens, c'est parce qu'ils n'ont pas d'arguments à faire valoir. Et nous sommes dans un pays démocratique qui s'essaie aux élections locales aujourd'hui. Et j'estime que les journalistes doivent refuser qu'on exerce de la violence sur eux. D'ailleurs, le syndicat des journalistes se constitue partie civile dans l'attaque des 3 journalistes de Joko FM qui suivaient la caravane organisée par le maire sortant de Rufisque. Le SYNPICS s'est constitué partie civile à propos de nos confrères qui ont été violentés à Rufisque et nous allons poursuivre cette affaire-là jusqu'au bout parce qu'on a senti que les journalistes étaient pris pour cible depuis quelque temps. Les journalistes appellent leurs confrères à plus de vigilance. La sécurité, c'est d'abord quoi? C'est se faire identifier sur le champ politique. Nous avons, il y a quelques années, donc, initié le port des gilets donc, au cours de ces, disons, joutes électorales. Donc nous rappelons les journalistes la nécessité quand même de porter ces gilets. Les mesures qu'il faut prendre d'abord, c'est de briefer les journalistes sur le terrain, qu'ils puissent, avant d'aller sur le terrain, savoir ce qu'ils doivent faire. De leur recommander d'être à équidistance avec toutes les chapelles politiques, donner la parole à tout le monde, s'ils peuvent le faire, d'équilibrer l'information qu'ils donnent et de dire ce qu'ils voient sur le terrain. Au Sénégal, l'élection rime avec violence, une situation qui finit toujours par décourager pas mal d'électeurs. Et nous vous l'annoncions en titre, un litige foncier qui dure depuis plusieurs années à la cité Mamel a connu son épilogue aujourd'hui. Le contentieux opposait 3 propriétaires de maisons et un acheteur d'origine italienne. Et bien ce matin, force de l'ordre, bulldozer, tout était mobilisé pour la démolition. Bintouloum, Modou Diop. Réveil pénible pour certains habitants des Mamelles. Bulldozer, camions,
tout est en place pour démolir leur maison. Les forces de l'ordre encerclent le quartier. Accès interdit aux journalistes. Des terrains litigieux opposent depuis plusieurs années ses habitants à un Italien. Mais la loi a tranché. On est propriétaire terrien depuis 1986. On a acheté des terrains via une agence qui s'appelle Terre Promise. Donc c'est des terrains qui ont été cédés à l'époque par la coopérative des enseignants, un titre foncier global. Ce titre foncier global a été découpé en baux. Et nous avons été propriétaires de ces baux. On a acheté, on est passé par notaire, urbanisme, impôts, autorisation de construire. On a construit et on habite dedans. On a été réveillé peut-être par les gendarmes disant qu'ils vont casser toutes les maisons. Parce qu'apparemment il y a une personne à qui appartient une partie des maisons plus la route. Enfin, c'est une histoire qui dure depuis très longtemps. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. Mais là, on s'est réveillé ce matin et puis voilà quoi. Il y a 20 employés chez moi et donc ils sont tous dehors. Il n'y a plus de travail. Ils sont en partie, ils sont tous là-bas. Après, je vais les montrer. Et ce matin, ils sont venus sans rien dire à personne. Il a cassé la portail principale et c'est quelqu'un, il n'arrivait pas tout de suite. Et il allait à me prendre tous les affaires, les sacs, tous les accessoires et me les jeter dehors. 4 maisons étaient ciblées à la base. Mais à la grande surprise des propriétaires, l'une est rayée de la liste. Ce qui est outrageux en fait, c'est qu'au début, il y avait 4 maisons, dont l'une en fait appartenait à l'ex-magistrat qui est maintenant président du tribunal, qui faisait partie de cette situation-là en fait. Et maintenant, apparemment, on ne doit plus démolir sa maison alors qu'on lui faisait confiance. On avait aussi confié les dossiers. L'Italien a débloqué des gros moyens pour démolir ses concessions. Les plus chanceux des victimes ont eu quelques minutes pour plier bagages. Pour les autres, rien n'y fait. Juste de la tristesse et de la désolation. Et à présent, le journal de la campagne avec toi, Fatima. C'est parti pour le journal de la campagne. Pour ces locales, la coalition Benno Bokk Yakaar a décliné sa feuille de route. Moustapha Diakhaté et compagnie prônent une campagne paisible. Ils comptent également sillonner le territoire national à la rencontre de leurs militants. C'est un compte rendu signé Fatidjan Thierno Laurent Mendy. La coalition Benno Bokk Yakaar déroule son programme. Moustapha Diakhaté et compagnie ont présenté l'équipe, la nature et l'agenda de leur campagne électorale. Nous lançons un appel à toutes nos listes, à nos alliés, de ne mener qu'une campagne de paix, qu'une campagne d'idées, qu'une campagne de programme. Benno Bokk Yakaar, à travers ses activités, veut faire connaître aux électeurs l'importance de l'acte 3 de la décentralisation ainsi que l'impact du plan Sénégal émergent. Nous avons décidé donc de mener une campagne pour expliquer d'abord à nos candidats l'acte 3, les innovations qu'elle a introduites dans la gouvernance locale, les opportunités qu'elle offre aux populations sénégalaises. Expliquer aussi aux populations par rapport à la territorialisation des politiques publiques, l'impact que le PSE aura dans leur vécu. Une innovation, Benno ne compte pas faire de meeting selon Moustapha Diakhaté, à la place des visites de proximité. Nous allons continuer dans le cadre donc de cette campagne à sillonner le pays, à aller dans les différentes collectivités locales pour partager avec nos candidats, partager avec les populations ce nouveau défi que le Sénégal doit relever. Benno Bokk Yakaar sensibilise les candidats et leurs militants afin qu'il y ait une campagne électorale de paix. Dakar Plateau, une localité tant convoitée. Alioune Ndoye et Moussa Diakhaté, parmi les candidats en lice, vont à la conquête de la collectivité locale. Le maire sortant, puis tête de liste de Taxawu Ndakaaru et le candidat de Bokk Gis Gis ont opté pour la proximité pour entamer la campagne électorale. Adiatala Mardian.
Alioune Ndoye, tête de liste Taxawu Ndakaaru, se confond aux marchands ambulants et commerçants. Moussa Diakhaté de Bokk Gis Gis rend visite aux riverains de Keur Serigne Bi pour entamer leur campagne électorale respective. C'est une campagne locale, donc c'est très circonscrit. On s'adresse aux populations du plateau, donc vers lesquelles nous allons pour dire justement ce que ces populations nous avaient confié. Voilà 5 ans, voilà ce qu'on en a fait. Et aujourd'hui, justement, nous redemandons le suffrage des habitants du plateau. En bon talibé mouride, on ne saurait commencer ailleurs au plateau que Keur Serigne Touba pour solliciter les pierres de ceux qui représentent Serigne Touba ici. Les deux candidats se sont enquis des préoccupations des populations. Ils s'engagent à apporter des solutions une fois élus. Les priorités diffèrent d'un quartier à l'autre. Si vous venez aujourd'hui dans un quartier comme Rebeuss, l'une des super priorités, c'est l'assainissement. Dans d'autres endroits, c'est par exemple l'éclairage public. Parfois, on vous parle de sécurité. Tout ce qu'on propose doit être en phase avec les attentes des populations. Ils ont juste renouvelé leur confiance et leur adhésion à accompagner le président Pape Diop et le candidat qui l'a investi au plateau, qui est une personne d'autre que ma modeste personne, pour conduire la révolution, la rupture au plateau. Le maire sortant, satisfait de son bilan, et son adversaire se disent confiants et appellent les candidats à la sérénité. Ça c'est bien, ça nous distrait, ça anime, mais la victoire est déjà acquise. On est plus que confiants. Tout ce que nous demandons, c'est inviter les autres candidats à la paix, à la concorde, parce que c'est le temps de 15 jours. Nous allons nous retrouver pour le plateau. Nous les invitons à raison garder, à comprendre que c'est une compétition de démocratie, que le meilleur gagne. Alioune Ndoye et Moussa Diakhaté, accompagnés de leurs partisans, ont respectivement sillonné les rues de Dakar Plateau et fait du porte-à-porte pour sensibiliser les potentiels électeurs et espérer convaincre les indécis. 15 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe que Aliou Sall entend donner aux femmes de Golfe Sud pour le financement de leur projet. Les militantes se disent honorées. Le frère du président Sall s'est également rendu au domicile de Modou Boussoley. C'est un compte rendu signé Alioune Kane Younous Diatta. 15 millions de francs CFA pour le financement des femmes de Guédiawaye, une promesse de la tête de liste Benno Bokk Yakaar qui veut mettre un terme au chômage des femmes de la localité. Nous avons déjà, en tant que candidat et en tant que citoyen de cette ville, mis en œuvre un programme de solidarité avec les femmes qui a consisté à injecter sur fonds propres une ligne de garantie d'une quinzaine de millions de francs CFA dans les mutuelles de crédit pour permettre aux femmes d'accéder plus facilement au crédit. Nous voulons créer 2 lignes de financement. Une ligne de financement pour la promotion des femmes et une deuxième ligne de financement pour la promotion des micro-entreprises. Aliou Sall a toujours œuvré pour l'épanouissement des femmes de Guédiawaye. Il a des projets très ambitieux. La visite de proximité prend l'allure d'un meeting avec un vaste rassemblement à Fadia, un cadre pour le frère du président Macky Sall de dévoiler ses ambitions pour Guédiawaye. L'amélioration de la gouvernance locale, la réhabilitation de tous les services municipaux, qu'il s'agisse des services administratifs ou des services de santé, des services de l'éducation, des services de la scolarité. Nous prévoyons de signer en tant que ville, si nous gagnons la ville, avec les communes, une convention de partenariat qui devrait aboutir à un plan de développement local. Il a beaucoup fait, déjà pour les étudiants. Il a donné des cartes de bus gratuitement, payées pour toute l'année. Dernière étape de la visite, la résidence de Modou Boussoley, ministre de la Culture sous Wade. Ici, Alioune Sall compte sur le soutien de son compagnon de lutte pour la conquête de la localité. Aliou Sall précise qu'il n'a pas besoin des fonds du président Macky Sall pour le financement de sa campagne électorale. Une réplique à ses détracteurs qui soutenaient le contraire. C'était lors de sa visite de proximité à Guédiawaye. Aliou Sall est au micro de Aliou Kane. C'est dit n'importe quoi. Dire ça, c'est dit n'importe quoi, je dis. Le président de la République est une institution qu'il faudra qu'on respecte. Moi, je ne suis pas dans le gouvernement, je n'ai pas de fonction publique. Je suis dans le privé, je vis, je gagne de l'argent, je vis avec et je partage avec les gens. Un point et un tiré. Plus de 600 véhicules pour battre campagne. C'est la dotation du Parti démocratique sénégalais à ses responsables au niveau des régions. Il était nombreux ce lundi à la permanence Omar Lamine Badji pour récupérer leurs voitures en ce début de campagne. Une épreuve qui commence timidement à Dakar pour le PDS. Ibrahima Kane, Modou Diop. Devant la maison du parti, plus d'une trentaine de voitures stationnées.
Elles viennent pour la plupart de régions telles que Diourbel, Louga, Ziguinchor entre autres. Dans les locaux, des responsables venus de l'intérieur du pays discutent avec le coordonnateur du PDS. Objectif, repartir avec des véhicules pour poursuivre la campagne. Le parti a besoin de logistique à remettre à ses différents candidats dans les zones. Donc nous avons commencé à distribuer des véhicules. Pour la zone de Tamba, c'est déjà fait. Pour la zone de Kédougou, Saraya, Salemata, c'est déjà fait. Nous faisons aujourd'hui Goudomp, Bunkiling et Sédhiou. C'est demain que nous irons vers le nord, à commencer par Matam, Podor, pour venir faire Fatick dans l'après-midi de demain. Il faut retenir que nous avons 602 véhicules à distribuer et que ce sera fait par département. Donc je pense qu'à ce point, nous en sommes peut-être à 200 et quelques véhicules déjà distribués. Nos différents responsables sont déjà sur place avec leurs propres moyens. Le parti leur vient simplement en appui en leur allouant un véhicule par localité. Difficile de trouver un interlocuteur chez les responsables libéraux. Je n'ai pas le temps d'une interview, nous dira Oumar Sarr, coordonnateur du PDS. Selon Babacar Touré, plus de 200 véhicules ont été affrétés jusque-là. À Dakar, on assiste à un début de campagne timide pour le Parti démocratique sénégalais, une situation qui s'explique du fait que plusieurs responsables du parti s'activent au niveau de leur base, généralement hors de Dakar. Visite de proximité de la coalition Benno Bokk Yakaar aux Parcelles Assainies. Mbaye Ndiaye, tête de liste de la dite coalition, promet des infrastructures, la sécurité, mais également l'érection de la commune en département. Répondant à son adversaire Moussa Sy, Mbaye Ndiaye soutient qu'un modulo ne se mesure pas à un Yawou Dial. Dissa Prera. Sécurité, restauration des infrastructures, protection du littoral et ériger les Parcelles Assainies en département, c'est entre autres le programme que Benno Bokk Yakaar propose pour remporter la mairie. C'est d'abord de recréer, de remettre sur pied toutes ces infrastructures qui étaient utiles pour les Parcelles Assainies, c'est-à-dire le commissariat de police, deuxième commissariat pour les parcelles, pour lutter contre la drogue, qui est un des fléaux les plus importants pour la jeunesse des Parcelles Assainies, sécuriser les marchés. Vous savez que le littoral qui borde les Parcelles Assainies est par quelques endroits très dangereux pour notre jeunesse. Et c'est pour ça que nous envisageons de mettre au niveau du littoral un parc aquatique. Nous allons demander à Monsieur le Président de la République, qui a érigé au niveau de communes de plein exercice les Parcelles Assainies, nous allons lui demander d'ériger les Parcelles Assainies au niveau de département dans la ville de Dakar. Pour répondre aux propos de son principal adversaire, la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar des Parcelles Assainies assure de sa suprématie. Mbaye Ndiaye tire même ses exemples de la lutte. Je ne descendrai jamais au niveau de la polémique avec ceux-là qui, si la comparaison était permise entre le jeu de la lutte et celui du ring du processus électoral, ah non, vous savez bien que Modulo ne se mesurera pas avec Yawou Dial. Moi, je suis le modulo de l'arène politique et je ne me mesure pas à des Yawou Dial. Et donc, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais je ne descendrai pas à ce niveau. La bataille pour la mairie des Parcelles Assainies s'annonce rude. Pas moins de 5 listes vont à la pêche des voix. C'est aux 350 000 âmes qui vivent de faire leur choix au soir du 29 juin. Et puis le mot de l'électeur, les populations des Parcelles Assainies donnent leur avis. L'insécurité, le chômage, entre autres difficultés rencontrées. Elles interpellent le prochain maire et exigent plus de considération. Fatidjan. Leur point commun, ils ne connaissent pas ou presque les candidats à la mairie des Parcelles Assainies. Pourtant, ils sont bien de cette localité. Et quand ses habitants énumèrent les difficultés rencontrées, la liste devient subitement longue. Beaucoup de jeunes de cette localité sont sans emploi. L'insécurité gagne du terrain. L'éclairage aussi fait défaut. Les routes de l'unité 5 ne sont pas bien aménagées. Les agresseurs sèment la terreur. Les populations sont victimes des inondations en période d'hivernage. Ici, dans la commune d'arrondissement des Parcelles Assainies, les populations dressent le bilan de leur premier magistrat. Nous sommes fatigués. Le maire n'a rien fait ici. Rien du tout.
Le maire essaie tant bien que mal de s'en sortir, mais il reste beaucoup à faire. Certaines occupations anarchiques ont été déguerpies. Quand même, il faut dire que les routes sont très étroites. Impossible de circuler. Ils exigent ainsi du prochain élu des lendemains meilleurs. On aimerait aussi avoir donc des espaces verts, des espaces Wi-Fi donc pour se connecter et préparer donc nos examens correctement, nous épargner donc des prochaines inondations. Les parcelles assainies font toujours l'objet de convoitises lors des élections locales. Ce qui est sûr, le prochain maire de cette commune trouvera sur sa table une pile de doléances. Le maire de Yeumbeul Nord sous le feu des critiques, méconnu des populations pour sa non-implication dans leurs activités, insécurité, insalubrité et problèmes d'éclairage, entre autres maux dont souffre la localité. Les habitants attendent beaucoup du futur maire, Macky Sall. Insécurité, insalubrité, inondation et absence d'éclairage, tels sont les principaux maux dont souffrent les populations de Yeumbeul. Ils estiment ne pas sentir l'implication de la mairie dans la vie de leur commune. Du éclairage public du bale tali amul lenn loo xam ne fii Yeumbeul Nord mun nañ ko fa ne lii maire bi au moins taxaw na ci. On n'a ni eau ni électricité. Les agresseurs nous coupent la route. À certaines heures, on ne sort plus car c'est pas sûr. Pendant l'hivernage, on est inondé de partout. À Yeumbeul, il n'y a aucune sécurité. Non informés sur les différentes listes, pire, ils ignorent même l'identité du maire sortant. À part les affiches, on ne les connaît pas. Le changement dans la gestion de la commune, des mots qu'ils entendent à chaque campagne électorale, mais qui tardent à se concrétiser. Cependant, ils n'en attendent pas moins du prochain maire. La première chose qu'on attend, c'est qu'il nous aide car l'hivernage approche. Qu'il nous pourvoie en éclairage et aide les jeunes. On voudrait avoir des pompiers à proximité, ne serait-ce que 2 véhicules. La pluralité des listes offre un large choix aux populations. Pendant ce temps, la campagne bat son plein et ces derniers assistent à la valse des candidats avec plein de promesses dans les escarcelles. Ils étaient les bailleurs de fonds de l'APR qui ont porté le président Macky Sall au pouvoir en 2012. 2 ans après, les émigrés sont candidats maires à la tête de liste de nombreuses communes dans la région de Matam, des acteurs au développement qui marquent ainsi une rupture dans leur manière de faire. C'est une correspondance signée Ali Bandelnian. Ils avaient fait leur apparition et joué les premiers rôles dans le combat politique de Macky Sall jusqu'à sa victoire finale sur Abdoulaye Wade en 2012. 2 ans après, les revoici les émigrés, cette fois candidats, pour présider aux destinées des collectivités locales. Dans le département de Kanel, par exemple, en dehors des villes de Hounaré et de Haouré, ces émigrés sont en course pour toutes les autres communes. À Ouro Sidi, nous avons suivi Abdoulaye Anne, émigré de France, lors de l'ouverture de sa campagne. C'est tout à fait normal. Dans les années 80, les immigrés s'intéressaient à la construction, à l'emploi, à la famille. C'est dans les années 90 que les immigrés commençaient à s'intéresser à la politique. Mais en 2012, vraiment, on a vu le phénomène des immigrés qui viennent pour s'investir, pour aider. Mais cette année, c'est autre chose. C'est des immigrés qui viennent pour s'investir au niveau des communes. Ça se voit un peu partout. Moi, c'est le cas. Je suis là depuis 2000, mais là, je me suis investi pour la commune, pour être candidat de la commune de Mourossi, pour aider la population pour se développer. Considérés comme étant des bailleurs de fonds de l'APR en 2012, ces émigrés se font aujourd'hui très remarqués. Dans le département de Matam également, Abdoulaye Sall dirige la liste de Benno Bokk Yakaar à Nabadji Civol, tandis que Kalilou Wagué et Amadou Konté partagent la même liste à Bokidjawé, au moment où Abou Diallo Balel du Gabon soutient son poulain en course pour le contrôle de la commune rurale de Ogo. Sarah, Léa, c'était là l'essentiel de ce journal de la campagne. Merci Fatima, on te retrouve demain avec grand plaisir. Tout de suite, c'est parti pour la page des sports.
Et la page des sports que nous ouvrons avec des nouvelles du mondial Ghana contre États-Unis. Un match qui a vu les Américains s'imposer devant une bonne équipe ghanéenne, certes, mais trop naïve au plan défensif. Direction le Brésil, c'est avec Mame Fatou Ndoye et Mor Harma. André Ayew a cru avoir fait le plus dur en marquant ce but égalisateur à la 82e minute. Mais sa joie ne sera que de courte durée. Et pour cause, la défense ghanéenne encaisse un deuxième but. Les Américains n'ont fait que se défendre durant tout le match et c'était difficile. Mais quand même, on est satisfait puisque notre équipe a bien joué et a joué du beau football. Première minute, les Ghanéens ne sont pas encore entrés dans leur match et se font cueillir à froid par Dempsey. On a gagné malgré que c'était un match dur, on a tout fait pour et c'était un match très dur. Et pourtant, des 4 équipes africaines vues jusqu'ici, les Black Stars proposent le meilleur jeu, la meilleure discipline tactique. Mais leur manque l'impact offensif, malgré les nombreuses occasions obtenues par Asamoah Gyan et la rigueur défensive. En témoignent ces 2 buts encaissés. Ce fut un match très disputé qui a vu Kevin Prince Boateng et Michael Essien entrer seulement en cours de jeu. Je pense que l'entraîneur doit faire jouer Boateng et Essien, puisque vous avez vu, quand ils sont entrés, beaucoup de choses ont changé. Les Black Stars, qui avaient battu à 2 reprises en 2006 et en 2010 les États-Unis, perdent contre le même adversaire pour leur premier match. Et pourtant, il y avait de la place. Ils ont brûlé un joker et devront escalader les montagnes allemandes et portugaises, une autre paire de manches. On reste avec la Coupe du Monde de football 2014. Victoire écrasante de l'Allemagne sur le Portugal avec un score de 4-0. Les protégés de Joachim Löw ont livré une prestation de haute facture. Un match qui nous est commenté par nos reporters sur place, Mame Fatou Ndoye et Mor Harma. Vous savez, Cristiano Ronaldo est parmi les meilleurs joueurs du monde, mais il n'a pas pu décanter la situation. C'est vrai, c'est un professionnel. Néanmoins, nous gardons toujours espoir avec l'équipe portugaise. Et au final, ce n'est pas seulement Cristiano Ronaldo qui a été en deçà de son niveau, mais toute l'équipe portugaise prise dans l'étau allemand. Le capitaine portugais s'illustrant en début de partie, 7e minute, mais s'éteint petit à petit, à l'image de ses coéquipiers. La machine allemande se met en marche dès la 10e minute, faute sur Götze dans la surface de réparation, et Müller ouvre le score. Les Allemands forment un bloc compact et pressent très haut. Malgré une tentative de Nani à la 21e, le joueur allemand qui fait mal en première mi-temps s'appelle Götze. Il est encore à l'origine du deuxième but, un corner qu'il obtient et que Hummels se catapulte au fond des filets. Pour ne rien arranger, Pepe fait encore parler son mauvais caractère, expulsé à la 36e après un coup de tête sur l'attaquant du Bayern de Munich, Müller. La sanction ne va pas de nouveau tarder. À la 45e, Müller, encore lui, trouve le chemin des filets dans une défense portugaise complètement perdue. La désolation est perceptible et justifiée chez les supporters. C'est très décevant. Je ne m'y attendais pas à une telle prestation de l'équipe portugaise. Les Portugais n'ont pas trouvé d'issue pour s'en sortir. L'Allemagne, parmi les meilleures équipes de la compétition, le Portugal n'a pas pu sortir la tête de l'eau. En deuxième mi-temps, l'équipe allemande gère sa confortable avance et corse même l'addition par l'intenable Müller, 4-0. Un score lourd pour le capitaine Ronaldo. Après le 5-1 infligé par les Pays-Bas à l'Espagne, ce 4-0 impressionnant des Allemands est un signal fort à l'endroit de leur adversaire. Cristiano Ronaldo et ses hommes devront se relever de cette entrée en matière ratée. Voilà, nous restons avec la Coupe du Monde, avec les résultats et programmes de ce mardi 17 juin. L'Algérie a perdu face à la Belgique sur le score de 2-1. Actuellement, le Brésil joue son deuxième match. Il affronte le Mexique et à 22h, la Russie affronte la Corée du Sud. Et voilà des résultats que vous aurez sûrement dans nos prochaines éditions. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à minuit. Après ce journal, vous pourrez suivre comme d'habitude
d'habitude, l'œil du tigre avec Mati et Haj Mustafa Gay. L'info continue sur votre site www.gfm.sn. Merci Léa. Merci Sarah. On se retrouve demain. À demain et agréable soirée sur notre antenne.